Bonsoir, nouvelle édition de votre journal d'information locale sur TV 78. Voici les principaux titres de ce 18 décembre. Voici tout juste un an débutaient les travaux du futur centre de développement et de recherche de l'entreprise Atos. Nous irons sur le chantier situé au Clé-sous-Bois faire le point et parler des enjeux avec le responsable du groupe. Politique également à suivre, entretien avec Sylvie Sevin-Montel, tête de liste Tous pour Villepreux. Sylvie Sevin-Montel, ancienne adjointe au maire sortant. Et puis J-7 avant le 25 décembre, encore quelques jours pour trouver des idées pour le Père Noël. Nous allons vous donner quelques-unes de nos idées 100% yvelinoises. Le département des Hauts-de-Seine, officiellement adhérent du syndicat mixte Yvelines Numérique. Ce rapprochement va permettre d'accélérer la mise en commun des projets avec pour mission l'éducation, le développement de Smart City ou encore la sécurité. Les différents acteurs du projet viennent de se réunir pour déjà présenter un nouveau nom Seine et Yvelines Numérique, mais aussi une nouvelle identité graphique. Ce nouveau logo, il montre nos deux territoires numérisés. Et il est intéressant parce qu'il montre bien que l'apport du territoire alto-séquanais aux Yvelines est en superficie très marginale. Il est essentiel en termes de population. C'est un doublement de la population de nos deux départements. C'est plus qu'un doublement de la richesse, puisque les Hauts-de-Seine sont un département où l'activité économique est plus importante qu'en Yvelines. Mais c'est un territoire qui finalement ne va pas grandir démesurément et qui donc pourra continuer à être plus proche de ses habitants. Il a été lancé il y a à peine plus d'un an. Depuis, les travaux ont bien avancé. Le chantier du centre de développement de recherche d'Atos, situé au Clé-sous-Bois, devrait s'achever à l'été 2020. Ce site va accueillir plus de 400 collaborateurs. Leur mission, l'innovation dans le domaine de l'ordinateur quantique ou encore la cybersécurité. Le point, Nicolas Dandry. Ce sera le site de recherche et développement d'Atos au Clé-sous-Bois, le bâtiment Diane, 8000 m² dédié à l'innovation, un investissement de près de 5 millions d'euros. Ce sont des machines de recherche et développement qui seront fonctionnelles, mais qui permettront à la direction recherche et développement de pouvoir présenter à l'ensemble des prospects ou clients les différentes machines existantes ou développées sur le campus. La structure sur 2 étages accueillera entre 400 et 450 collaborateurs. Une centaine seront embauchés, 2 tiers seront des ingénieurs de recherche et développement. Donc ici, une succession de meeting rooms à cet endroit-là. S'ensuit ensuite la bibliothèque et l'espace, je dirais, de coworking. Ouais. Et l'objectif, c'est de créer aussi à l'intérieur de ce centre des espaces de partage, des endroits où les gens vont pouvoir se regrouper et puis où on va essayer de travailler dans une vision plutôt systémique de nos machines, de nos serveurs, de nos supercalculateurs, de notre sécurité, plutôt que sur une vision très silotée. Des supercalculateurs informatiques, l'ordinateur quantique, la cybersécurité et les innovations de rupture, les futures thématiques de recherche. Notamment, les ingénieurs travailleront sur l'avenir de la Quantum Learning Machine. C'est une machine qui simule le comportement d'un ordinateur quantique sans avoir d'ordinateur quantique, sans avoir de qubits. Et ça, c'est vraiment très très utile parce que ça permet de tester le comportement d'algorithmes quantiques que l'on développe et que l'on fait tourner, et ça permet de se préparer. La fin des travaux est prévue à l'été 2020. Le déménagement des équipes sera étalé sur le 2e semestre de l'année. C'est une initiative de 3 étudiants en école de commerce. La cravate solidaire a été lancée en 2012 pour favoriser l'insertion professionnelle tout en luttant contre les discriminations liées à l'apparence. Un atelier a été organisé à bord d'un camion aménagé spécialement en dressing devant la cité des Merisiers à Trappes. Une nouvelle étape pour la cravate solidaire. Manon Varaldo était présente. Derrière ces cintres, Jean-Michel Masson, habitant de Trappes, était manutentionnaire dans la zone industrielle. Il est actuellement en recherche d'emploi et fait partie des 6 personnes qui sont accompagnées par la cravate solidaire mobile. Le but de la cravate solidaire est de lutter contre les discriminations liées à l'apparence en entretien d'embauche. Le but principal, c'est de revaloriser aussi l'estime de soi des personnes en insertion professionnelle. Jean-Michel explique son projet professionnel aux bénévoles avant son coaching en images dans ce camion aménagé en dressing. Ce qui serait peut-être bien, c'est que je vous trouve une chemise et puis une veste. D'accord. La mission de la coach en images, trouver la tenue idéale pour Jean-Michel. Il ne faut pas mettre de t-shirt, c'est mieux. Ouais. La coach en images doit tenir compte des goûts vestimentaires de Jean-Michel, mais aussi du poste visé.
Chemise, veste, chaussures, Jean-Michel pourra garder cette tenue professionnelle complète grâce aux dons perçus par la cravate solidaire. Le dressing de la cravate solidaire est composé à la fois de dons qui nous viennent de particuliers, de collaborateurs d'entreprises et également de marques de textiles. Métamorphosé, Jean-Michel est ensuite plongé en situation réelle d'un entretien d'embauche. Je suis en recherche d'emploi. Il est face à un binôme de responsables en ressources humaines qui lui donne les clés pour se mettre en valeur et renvoyer une bonne image lors de ses futurs entretiens. Pour l'instant, je reste sur ce que j'ai déjà pour voir si ça va être confirmé ou pas. Si ça va pas, on repart à la chasse. À la fin de l'atelier, Jean-Michel repart avec une photo pour son CV ou les réseaux sociaux professionnels et surtout un regain de confiance en lui. Nous allons maintenant prendre la direction de Guyancourt pour une parenthèse sportive. Le club local de tir à l'arc vient d'organiser son concours annuel au gymnase Maurice Baquet. Comme chaque année, depuis plus de 25 ans maintenant, plusieurs centaines d'archers ont tiré durant tout le week-end avec au programme des finales par poule. À partir du moment où on a mis en place cette organisation de concours et ce type d'événement, on a la chance que ça attire des archers qui sont de très bon niveau. Et du coup, ça nous permet d'avoir sur une même compétition aussi bien des archers qui sont dans leurs premières années de tir à l'arc et puis qui sont en progrès, ou des gens qui viennent là avec un objectif. À Guyancourt, c'est toujours une compétition qui est sympathique puisque du coup il y a des matchs l'après-midi, donc c'est rare dans la région. Et c'est une compétition qui est bien placée en termes de calendrier, juste avant Noël, juste avant les grosses compètes de janvier. Invité de ce journal à présent, Pierre Schreiber, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en plateau. Vous êtes auteur, écrivain installé dans les Yvelines, Noisy-le-Roi. Et votre troisième ouvrage s'intitule World Game, quelqu'un sait. Alors avant de parler du contenu, j'ai évoqué le troisième ouvrage, mais l'ouvrage qui apparaît là à l'écran n'est que le premier à être publié. Absolument. Pourquoi ? Vous avez fait des essais avant ? Parce que, comme d'autres disciplines artistiques, je considère que l'écriture est quelque chose qui se travaille. Donc j'ai mis une dizaine d'années à apprendre à écrire. Alors on apprend généralement à écrire à l'école. En revanche, pour arriver à quelque chose qu'on estime digne d'être mis entre les mains de lecteurs, je pense qu'il faut effectivement un peu de temps. Donc j'ai en effet fait une démarche d'apprentissage pour être auteur de romans à suspense. Oui, parce que vous avez travaillé dans le sport automobile, dans les jeux vidéo aussi, et puis parallèlement vous avez toujours voulu être auteur. Maintenant cet ouvrage est publié, il est plutôt conséquent, disponible à la fois en version brochée et puis en version électronique aussi. Donc vous travaillez encore aujourd'hui ou je suis consultant auteur. Oui, je suis consultant dans le tourisme, ce qui me permet de vivre, ma démarche d'auteur étant naissante. Il faudra sans doute encore un petit peu d'années avant que je puisse me consacrer à l'écriture uniquement. Alors parlons du livre. World Game, polar, mêlant fiction, fait d'actualité, nouvelle technologie. Le fait d'actualité, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille en 2011, introuvable depuis. C'est un fait divers qui vous a passionné dès le début ? Qui m'a intrigué dès le début et qui m'a, au fil des années, passionné parce que on a l'impression que c'est une affaire qui s'est arrêtée le 15 avril 2011 quand on a eu les dernières traces de Xavier Dupont de Ligonnès. Et depuis, il s'est passé plein de choses sans doute, et en tout cas dans la tête d'un romancier, il se passe plein de choses. Et donc c'est de cette affaire dont je me suis servi comme un décor pour mon roman. Ce n'est pas du tout une enquête ou un essai sur l'affaire. C'est un point de départ. C'est un point de départ, ouais. C'est un décor et c'est, on va dire, là, une quête des héros de mon livre pour se demander quelle pourrait être la méthode pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès s'il était vivant et comment dépasser, on va dire, les méthodes policières classiques. Donc ça reste un décor, mais mes héros de romans sont tout à fait fictionnels. Xavier Dupont de Ligonnès revenu dans l'actualité, l'affaire revenue dans l'actualité yvelinoise même, puisque son arrestation a été dans un premier temps annoncée du côté de Limay ces derniers mois. Finalement, c'était une erreur. Ça a nourri votre roman, ce qui s'est passé pendant cette période. Vous êtes vraiment parti du point de départ et ensuite vous avez romancé, brodé autour de tout ça. Il y a un travail de recherche, comment vous avez travaillé ? Alors, je me suis effectivement beaucoup documenté sur l'affaire et j'ai été surpris de constater que depuis 2011, en fait, et depuis qu'on recherche des traces de Xavier Dupont de Ligonnès, on a eu près de 1000 signalements, tous faux, qui donc s'avèrent être des fausses pistes. Et tous ces signalements émanent de la France ou de pays limitrophes, à quelques exceptions près. Et donc moi, je me suis plutôt demandé si Xavier Dupont de Ligonnès avait refait sa vie à l'autre bout du monde, comment on pourrait le retrouver. Parce que votre héros s'appelle Axel Clark, il est pilote de ligne, il se retrouve nez à nez à l'étranger, justement très loin d'ici, avec Xavier Dupont de Ligonnès, et ensuite c'est une chasse à l'homme.
Voilà, ou avec quelqu'un qu'il pense être Xavier Dupont de Ligonnès. Et comme dans la vie de ce héros, il y a également un drame puisqu'il a perdu la femme qu'il aimait, je dirais cette espèce de catalyse entre deux pertes, l'une très médiatique et l'autre très personnelle, le font rentrer dans un processus de dire comment je pourrais mettre une organisation qui permette de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Et il invente World Game, qui est la trame de mon roman. Alors, sans dévoiler bien évidemment la fin et le dénouement, comment vous avez organisé cet ouvrage pour le laisser suffisamment, on va dire, ouvert? Parce que le but, c'est pas de résoudre cette affaire, Xavier Dupont de Ligonnès. Non, je serais très prétentieux de vouloir le faire. Donc, comme je vous le disais, je suis parti de ce qui s'est passé en 2011 et j'ai d'abord fait travailler mes héros, si j'ose dire, sur la réflexion de dire est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès s'est suicidé ou bien est-ce qu'il s'est enfui. Et puis, très vite, mais c'est pas mon avis, c'est l'avis de mes héros, ils pensent que Xavier Dupont de Ligonnès s'est enfui parce qu'il y a chez eux une sorte d'antagonisme absolu entre la possibilité qu'il se soit suicidé, qui est une sorte d'appel ou de détresse, d'appel au monde, quelles que soient les raisons du suicide, et puis le fait d'être disparu. Dit autrement, un suicidé disparu, ça n'existe pas, ou c'est rarissime, en tout cas dans les annales des affaires criminelles. Donc mes héros pensent qu'il ne s'est pas suicidé, ils se disent maintenant, s'il habite à l'autre bout du monde, comment on fait pour le retrouver, dans la mesure où son signalement n'est connu que des Européens ou des Français. Et donc, non, je disais, et donc il trouve en fait le talon d'Achille de Xavier Dupont de Ligonnès, si tant est qu'il soit vivant, qui est de dire, mais en fait, l'histoire qui justifie dans son nouvel entourage qu'il est apparu en 2011, que ce soit en Tanzanie, en Thaïlande, au Brésil ou peu importe où dans le monde, cette histoire qui leur sert est nécessairement fausse puisque avant 2011, on sait parfaitement où il était en France. Mélanger fiction avec la réalité, exercice toujours un petit peu compliqué. Ça vous a plu? Vous avez déjà d'autres idées de romans sur le même fonctionnement? Alors oui, je suis fasciné par ce lien entre la réalité et la fiction, par les moments où, comme on dit souvent, la réalité dépasse la fiction, parce que même dans l'imaginaire d'un auteur, il y a des faits réels qui fascinent et qui sont des mystères. Celui-ci, il y en a un autre qui me fascine, qui est la disparition du vol MH370, quelques années après l'affaire Dupont de Ligonnès. Donc j'ai pas encore trouvé l'angle pour en faire un roman, et encore une fois, je ne suis pas enquêteur ou journaliste, mais ça me fascine également, oui. Merci beaucoup Pierre Schreiber d'être venu sur ce plateau. Je rappelle cet ouvrage World Game, quelqu'un sait, édition Libra Nova, disponible version électronique, version papier également. Merci à vous. C'est une idée de cadeau pour Noël. Et puis justement des idées de cadeaux pour Noël. Nous allons vous en donner à présent encore quelques-unes. Des cadeaux à glisser au pied du sapin, des idées 100% yvelinoises, sélection d'Aurélie Ronze. Cette année, pour remplir sa hotte, le Père Noël va devoir parcourir plusieurs kilomètres. Premier arrêt, Saint-Arnoux en Yvelines. C'est ici qu'est implantée Santosphère. Cette société existe depuis plus de 30 ans. Elle imagine dans ses locaux des jeux sensoriels inspirés de la méthode Montessori ou encore des kits de loisirs créatifs. C'est pas uniquement le petit jeu sur lequel on joue pendant 10 minutes, c'est réellement des choses où on va avoir un apprentissage, on est vraiment sur le principe de faire les choses soi-même, de réaliser des choses. On est dans un monde où on va de plus en plus vite, c'est aussi des jeux qui vont prendre leur temps. Avec ses boîtes en carton 100% recyclables, Santosphère mise aussi sur l'écologie, une valeur partagée par une autre société. Direction Versailles, où s'est installé depuis peu le siège social de Nature et Découverte. Depuis sa création en 1990, l'enseigne s'est spécialisée dans les produits de bien-être, des produits également liés à la biodiversité. Parmi les cadeaux plébiscités cette année, ce nichoir pour oiseaux ou encore ces jouets pour les tout petits. Et nous avons aussi cette année le relancement de notre gamme pour les 0 à 3 ans qui s'appelle Galopin des Bois, qui est une gamme de jouets très vertueuse parce que nous n'utilisons que du coton bio pour les enfants. Nous utilisons du bois FSC, de forêt gérée durablement et enfin de la peinture sans solvant. Pour les plus grands, Nature et Découverte mise notamment sur une valeur sûre, la lecture. Un de mes coups de cœur en livre en ce moment, c'est le livre Vivre avec la terre de Charles-Hervé Goyer de la ferme du Bec et Loin, qui nous apprend les grands principes de la permaculture et qui est un très très beau cadeau à offrir.
Depuis 2015, la nostalgie a son royaume à Houille. C'est ici qu'est installée la société nostalgift.com. Ce site internet propose des articles sur le thème de la nostalgie, des jouets, des bonbons qui nous font voyager dans le temps. 3000 produits sont référencés. On voit souvent dans les tendances les gens qui créent leur coffret avec plein de petits bonbons et justement ils vont mettre un jeu d'eau, un yes, ils vont faire leur petit coffret pour que j'imagine les personnes retombent en enfant. Des coffrets nostalgiques proposés entre 30 et 40 euros. Dans un instant, nous ouvrirons une page politique municipale 2020 en attendant cinéma comme chaque mercredi. Nous sommes allés à votre rencontre à la sortie des salles. Qu'avez-vous pensé du si attendu dernier épisode de Star Wars ? Je suis Star Wars depuis 1977. Quand j'ai vu le premier épisode, donc j'étais au collège. Et aujourd'hui, je vois la fin de cette saga. C'est peut-être... il fallait que l'histoire se termine, et elle se termine de façon magnifique. Quel personnage s'est un peu démarqué dans celui-là ? Kylo Ren et Rey. Il y avait beaucoup d'attentes sur ce qu'allait faire Rey en termes de est-ce qu'elle va basculer du côté obscur ou pas. Moi j'ai bien aimé la manière dont l'intrigue était menée. Il y avait plein de guerres, j'aime bien les films de guerre. Niveau mise en scène, c'est au top. Évolution des personnages, c'est au top. Musique, au top aussi. Donc, si on n'a pas aimé le 8, on peut quand même donner sa chance au 9. Vaut mieux avoir aimé le 7 et avoir vu le 7 aussi, mais faut y aller, vous ne regretterez pas. Passons à la page politique. Sylvie Sevin-Montel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue depuis 2008 à Villepreux, ancienne adjointe au maire sortant, Stéphane Mirambeau, et depuis quelques semaines en campagne dans le cadre de ces élections municipales 2020. Tête de liste, tous pour Villepreux. Ce sera une liste sans étiquette, sans investiture, sans soutien. C'est le choix que vous avez fait ? Tout à fait, c'est un choix que nous avons fait, donc moi ainsi que mes colistiers, sans étiquette, c'est-à-dire que nous n'avons aucun soutien d'aucun parti politique. Et c'est ça le réel sujet du sans étiquette. Même si vous êtes collaboratrice de Gérard Larcher, président de LR du Sénat, en toute transparence, vous n'avez pas de soutien, il ne viendra pas soutenir votre campagne, non, par exemple. Tout à fait, parce qu'on estime que ce soit moi, je me mets en premier, excusez-moi, et mes colistiers, que le soutien dont nous avons besoin, ce sont le soutien des Villepreusiens et pas de parti politique. Et j'entends là, sur des élections municipales, ça prend vraiment du sens. Ces propos-là ont vraiment du sens. Donc non, politiser une liste municipale comme la nôtre sur une ville comme Villepreux, je pense que c'est un non-sens. Je pense que les Villepreusiens n'ont pas besoin de ça et n'ont pas besoin de soutien parti politique, si même ils ont besoin même de l'inverse. Ils ont besoin du soutien de leur maire et nous, on a besoin de leur soutien. C'est ça l'essentiel. Alors, qui compose cette liste ? Je l'ai précisé, vous êtes ancienne adjointe au maire. Aujourd'hui, donc, vous construisez cette liste sans étiquette. Il y a des anciens élus qui vous ont rejoint, des nouveaux aussi. Le plus jeune a 18 ans, il me semble. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Oui, complètement. Donc, c'est une liste très mixte. Très mélangé, il y a toutes les origines, il y a tous les âges, parce que ça va de 18 ans à retraités et jeunes retraités, en passant par tous les âges, différents milieux sociaux. Enfin, c'est une liste qui représente la ville. C'est une liste où on va retrouver des personnes dans tous les quartiers, donc tous les quartiers sont représentés, tous les styles de vie sont représentés. On va retrouver Villepreux dans cette liste. Et c'était ça l'objectif. L'unique objectif, c'était ça. Je vous pose tout de même la question, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Puisque, on le redit, vous êtes une ancienne adjointe au maire, vous avez vu vos délégations retirées juste avant l'été dans un contexte assez difficile. Je rappelle qu'il y a toujours une plainte en instruction actuellement pour harcèlement sexuel envers Stéphane Mirambeau, le maire sortant, qui lui aussi va se représenter. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? Revancharde quelque part ou pas du tout ? Alors, d'abord, c'est pas du tout mon tempérament d'être revancharde. Je l'ai jamais été, je suis pas quelqu'un de rancunier. Par contre, quand on me fait du mal, je suis pas amnésique. Ça, c'est le premier point. Donc non, revancharde, absolument pas. L'histoire des plaintes, je ne veux même pas en entendre parler parce que le sujet n'était pas là. C'était par rapport au retrait des délégations sans me prévenir et sans rien me dire. Donc c'était une sacrée surprise cet été, bien aidé par un certain nombre d'élus qui étaient autour de lui et qui le soutenaient à l'époque. On ne va pas revenir là-dessus. Je me suis expliqué au conseil municipal du 27 et du 24 septembre. Donc là-dessus, tout a été dit. Donc je préfère fermer le livre, ce sera beaucoup plus simple. Et quand vous dites quel état d'esprit, je suis dans un très bon état d'esprit. Je suis dans un état d'esprit où je vais de l'avant. Donc le livre, il est fermé. Je suis entourée de gens bienveillants. Ça fait beaucoup de bien.
Et je veille à ce que cette bienveillance reste. Et donc, au contraire, un très bon état d'esprit pour aller avec une feuille de route jusqu'au mois de mars, avec confiance de plus en plus dans les Villepreuxiens qui feront le bon choix. On va parler de vos propositions, les premières propositions. Le programme, bien évidemment, comme pour l'ensemble des candidats qui passent en plateau actuellement, est encore en cours d'élaboration. Le scrutin a lieu le 15 mars, mais comme vous faites partie, malgré tout, de la majorité sortante, est-ce que vous assumez une partie de ce bilan ? Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie, cher Wilfried. Bien évidemment, quand on a été élu pendant quasiment 12 ans dans la majorité, ça serait une grave erreur de dire non, je fais un reset et non. Bien évidemment que le bilan m'appartient aussi. Je suis une élue sortante, je suis la seule tête de liste. La tête de liste qui est sortante, puisque aux dernières informations, le maire ne se présentera pas en tant que tête de liste. Ça, c'était la nouveauté d'hier. Donc du coup, je suis Les choses évoluent vite, puisque ça n'a pas fait encore Villepreux, mais bon, écoutez, il faut suivre. Je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux tous les jours pour Villepreux, parce que ça change un peu tout le temps. Donc, en tout cas, je suis la seule tête de liste sortante. C'est vrai aussi que ce bilan, donc, bien évidemment que je le porte. C'est évident. Quand on est élu dans la majorité pendant 11 ans et demi, ça serait stupide de dire que je ne le porte pas. Par contre, je reprends aussi ma liberté. Je suis quelqu'un d'extrêmement loyal, je l'ai souvent dit. Je l'ai dit lors de mon intervention au dernier conseil au mois de septembre. C'est vrai que moi, dans la loyauté, quand je n'étais pas d'accord, je ne l'étalais pas sur la place publique. Il y avait quelques petits points de désaccord, donc je reprends ma liberté. Et c'est là où mon programme risque de surprendre un petit peu. J'en donnerai un peu plus de détails au mois de janvier, mais... Parlons de quelques points de ce programme. Tout de même, la sécérité, peut-être, vous l'avez d'ores et déjà annoncé. Vidéoprotection ? Bien évidemment, la sécurité que j'ai portée pendant 5 ans et demi, bien évidemment, ça s'est arrêté. Voilà, exactement, c'est ma délégation. Ça s'est arrêté comme un coup près. Bien évidemment, je n'ai pas terminé ce que je voulais faire et que ça sera une de mes priorités, une de nos priorités pour le mandat suivant. Après, il y en a bien d'autres. Vous savez, Wilfried, ce qui est important pour les électeurs, c'est que chaque électeur se retrouve dans le programme qu'on va porter. Tous les sujets sont importants. La sécurité, bien évidemment, l'environnement. Tout le monde parle de l'environnement. Bien évidemment, nous, on a un bilan très positif sur l'environnement Villepreux, extrêmement positif. Zéro phyto, le bio, la cantine, je n'ai pas tout cité. Mais, donc, bien évidemment, ces sujets-là vont rester très importants. Mais ce que nous souhaitons dans notre liste, c'est que chaque Villepreusien qui va lire notre programme se dira « j'ai pas été oublié et je suis dedans ». C'est ça notre objectif. Donc des fois, ça peut être sur des petites choses. Donc rien ne sera oublié, personne ne sera oublié. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, le programme se construit encore. Vous avez plusieurs réunions thématiques pour recevoir, recueillir les propositions, les remarques des habitants. Tout à fait. Alors on a eu une semaine très chargée la semaine dernière parce qu'on a fait 5 réunions, 5 plutôt ateliers publics de quartier. On s'est déplacé dans chaque quartier pour justement recueillir les avis, les retours de la population, mais dans les quartiers. Donc ça concernait des idées à la fois générales et de leur quartier. Ça, c'était important pour nous qu'on se déplace vers chez les électeurs, vers chez les administrés. Et ce qui était très intéressant, on a été très agréablement surpris de voir que les retours que les personnes nous faisaient répondaient complètement à notre programme, répondait à leurs attentes, et que du coup, on est plutôt, c'est pas confiant, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, d'information et de communication, mais les retours qu'on en a eus, on s'est dit, les attentes des Villepreuziens, on est sur la bonne voie, ça correspond pas mal aux attentes qu'ils ont dans notre programme, ils vont s'y retrouver. Quelle est l'attente la plus forte qui s'est exprimée, selon vous, jusqu'à présent ? Alors, il y a la sécurité qui ressort, bien évidemment. C'est des sujets très généraux au niveau national, finalement. La sécurité, et puis bien évidemment le cadre de vie. Et là, on peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est la famille, c'est... Le cadre de vie, ça englobe beaucoup de choses et en fait, on retrouve beaucoup ce côté « je veux être bien chez moi, je veux être bien dans ma ville ». C'est ce qu'on retrouve de plus en plus, et notamment à Villepreux, qui est quand même une ville à la campagne, que bien évidemment, ça fait partie de notre ADN. Et en tout cas, en tant qu'élu, je l'ai depuis longtemps, ça, je le prends depuis longtemps. Ville à la campagne qui a rejoint néanmoins une agglomération, celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, au cours du mandat qui vient de s'écouler. Quel regard vous portez sur cette intégration au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines et quelles attentes vous pouvez avoir ? Parce que la campagne se joue une partie aussi là, puisque, on le rappelle une nouvelle fois, les électeurs vont désigner leurs élus, leurs maires pour le conseil municipal, mais aussi les élus qui vont siéger au sein d'une agglomération. Donc il y aura ensuite des projets à porter au sein des agglomérations. Donc, quel regard vous faites sur l'intégration jusqu'à présent et puis quelles attentes vous pouvez avoir pour la suite ? Alors, beaucoup de choses ont avancé, parce qu'on est rentré à Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier 2016, donc ça fait déjà quelques années. C'est vrai que ça n'a pas été simple au départ, il ne faut pas se mentir. On est apparu pendant très longtemps comme les rentrants, comme les entrants, les nouveaux entrants. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai défendu depuis le mois de septembre le fait que j'ai une délégation au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que Villepreux était quasiment plus représenté, et ça, c'était juste pas possible pour moi. Donc, ce que je souhaite, c'est être un maire, une maire extrêmement présente au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Beaucoup de choses sont décidées
et qui ont un lien avec la vie au quotidien des habitants. De plus en plus de délégations de pouvoir sont données aux agglomérations. C'est quelque chose où là-dessus je suis assez sceptique aussi, sceptique et des fois un peu inquiète. Je pense que 50 ans en Yvelines et de façon globale les intercommunalités ne doivent pas prendre trop de compétences. À mon avis, il y en a certaines qui pourraient être enlevées. Il y a des compétences facultatives, il faut faire attention et je pense qu'on aura le temps de reparler de tout ça. Je sais que vous allez organiser un débat et je pense que ça va être intéressant. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut peut-être un peu freiner les compétences à tout va à l'interco. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée et qu'il faut que les maires gardent leurs compétences principales et même d'autres chez eux et soient maîtres de leur commune. Donc là-dessus, je suis un peu plus critique. Merci d'être venu sur ce plateau. Sylvie Sevin-Montel, candidate donc tous pour Villepreux, opposée dans ce scrutin sur cette commune, notamment à une liste portée par le MoDem, LREM, l'ancien maire éventuellement. Alors vous nous disiez peut-être pas tête de liste, mais voilà. Et puis également Valérie Bain, dont nous avons déjà parlé sur cette antenne. L'ensemble des candidats qui seront déclarés auprès de la préfecture seront bien évidemment conviés à un débat. Vous l'avez évoqué, ce sera au courant du mois de février. Merci à vous. Merci à vous. Dernier mot de politique avec Coignères. Le maire sortant Didier Fischer a annoncé sa candidature avec la liste Un élan durable pour Coignères, élu fin 2018 après la démission de Jean-Pierre Sevestre. Il entend avoir cette fois-ci la possibilité d'un mandat complet pour poursuivre les mesures mises en place. 2 axes prioritaires, développement durable, culture. Parmi les enjeux également, mais sur le long terme cette fois-ci, restructuration des zones d'activité ou encore quartier de la gare. Prochain point sur l'actualité locale, ce sera demain jeudi, dans un instant, le 7-8 débat préparé par Grégory Canalé. Ce mois-ci, il sera question avec ses invités de la sécurité des sites Céveso dans le département. Belle soirée.